Bonjour et bienvenue dans cette 8e partie consacrée aux cours de statistique. Nous allons aborder ici toutes les lois théoriques. Quand je dis toutes les lois théoriques, c'est uniquement celles qui nous préoccupent. J'ai fait quand même une sélection ici à partir de toutes les lois qui existent. Donc les lois théoriques qui vont nous préoccuper, qui vont nous intéresser dans la suite de ce cours. Allez go, c'est parti. D'abord, je vais parler, alors ici c'est grosso modo, on va particulariser et spécifier ce qu'on entend par toutes ces lois, mais d'abord, donc, distribution discrète. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, on le sait depuis longtemps, vous avez un certain nombre de valeurs qui peuvent émerger, un nombre fini de valeurs. Et ça amène automatiquement des graphiques qui sont plutôt en bâtonnet, même si GeoGebra les a représentés à l'aide d'histogrammes. Donc, vous avez un certain nombre de rectangles à chaque fois. Chaque rectangle est associé à une valeur permise. C'est ainsi que vous voyez que le premier graphique ici correspond à simplement deux valeurs de la variable. Il y a deux rectangles, donc deux valeurs. Il y en a plus pour les autres lois, mais réellement, c'est un petit peu l'apparence générale sur laquelle vous devez vous concentrer en premier lieu. À quoi ressemble mon graphique quand je fais ici le graphique des distributions des données de mon échantillon, qui seront donc à comparer à une population théorique. Ici, on est bien clair, il s'agit de la population. Rappelez-vous le code couleur, orange égale population, vert égale échantillon. Donc ici, ce sont des lois qui sont associées uniquement à la population, mais on essaye de raccrocher notre échantillon à une population, donc à une loi théorique. Bien, donc, vous allez faire le graphique de la distribution des données de votre échantillon et vous allez voir si ça ressemble plus ou moins à un de ces trois graphiques-là. Donc, la première loi qui s'appelle la loi de Bernoulli, vous avez simplement deux valeurs permises. Je vais aller un petit peu plus loin pour spécifier cette loi de Bernoulli, mais réellement, si vous avez déjà plus de deux valeurs permises dans votre échantillon, c'est mort pour la loi de Bernoulli. La loi binomiale, vous avez plus de valeurs permises et vous voyez que manifestement ici, ce sont les valeurs centrales qui sont les plus probables. Donc, je vous rappelle, comment faut-il lire les graphiques? L'axe horizontal, ce sont les valeurs permises et ici qui correspondent, je vous le rappelle, chaque fois à un rectangle. Et l'axe vertical, ce sont les probabilités. Dans une loi théorique, c'est comme ça. Donc, plus votre rectangle va monter haut, et plus cette valeur qui est répertoriée sur l'axe horizontal va être probable. Donc, vous voyez, je reviens ici 2 secondes sur la loi de Bernoulli. Le premier rectangle étant beaucoup plus haut que le deuxième, ça veut dire que la première valeur est beaucoup plus probable que la deuxième. Et donc maintenant, je reviens à la loi binomiale. Où sont placés les plus grands rectangles? Au centre. Donc ça signifie que les valeurs centrales sont tout simplement beaucoup plus probables que les valeurs extrêmes. Ça, c'est ce qui particularise la loi binomiale. Vous avez également une troisième loi, qui est la loi de Poisson. Alors là aussi, je vais la spécifier dans quelques minutes. Et vous voyez, où trouvez-vous les rectangles les plus élevés? Eh bien, assez au début. Pas tout à fait au début, mais assez vite au début quand même. Ce qui veut dire que ce sont les valeurs qui sont légèrement inférieures aux valeurs centrales qui vont être les plus probables. Et puis alors, on perd en probabilité une fois que les valeurs augmentent. Donc vraiment, là, vous voyez, c'est une dégringolade directement après les valeurs qui ont la plus haute probabilité. Et pour des valeurs assez grandes, alors vous voyez par rapport ici à mon graphique, ce sont les valeurs à partir de 10, 11, 12. Là, on parle d'une probabilité qui est pratiquement égale à 0. Ce sont 3 lois discrètes qui sont possibles. Elles sont associées chaque fois à des types de sujets bien particuliers. Je vais y revenir. Mais donc, faites, je le répète une troisième fois, faites bien votre graphique de distribution des données de votre échantillon et ayez déjà une idée à partir de ce graphique-là. Est-ce que ça ressemble plus au graphique de la première loi, de la deuxième ou de la troisième loi?
à condition, bien sûr, que la variable que vous êtes en train d'étudier soit discrète. Si elle est continue, vous avez 3 autres possibilités. En fait, vous en avez plus que ça, mais 3 autres dans ma sélection. Donc, la loi peut être uniforme. Alors là, ça veut dire que toutes les valeurs ont exactement la même probabilité d'intervenir. Et si c'est la même probabilité, ça veut dire qu'on monte ici à la même hauteur. Ce qui veut dire, en fait, que vous tracez votre graphique de distribution et ici est un rectangle. Pour la loi normale, on en a déjà parlé dans la capsule précédente, c'est la fameuse courbe en cloche. Et on sait que les valeurs centrales sont les plus probables, surtout par rapport aux valeurs extrêmes. Et enfin, la loi exponentielle, là, c'est la dégringolade, c'est-à-dire que les plus petites valeurs sont les plus probables, tandis que une fois qu'on commence à augmenter dans les valeurs, on arrive à des probabilités qui sont pratiquement nulles. Il y a d'autres lois, je ne vous cache pas, mais ce sont ici l'ensemble des 3 plus 3 égale à 6 lois dont vous allez avoir besoin pour ce cours. Alors maintenant, je vais particulariser et je vais revenir à ma première loi discrète, qui est la loi de Bernoulli. Donc, 2 rectangles, ça signifie que seules 2 valeurs sont permises. Quand allez-vous rencontrer ça? En fait, plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. C'est quand vous avez un double choix. Est-ce que le sujet que vous êtes en train d'étudier est mort ou vivant? Est-ce qu'il est guéri ou malade? Quand vous jetez une pièce, est-ce que vous obtenez pile ou face? Bref, vous n'avez que 2 possibilités. Maintenant, c'est quelque chose qui se rencontre fréquemment, mais qui se rencontre très peu en statistique pour un seul sujet, parce que quel est l'avantage d'étudier un seul sujet en statistique? Il n'y en a aucun. Et c'est bien pour ça que la loi de Bernoulli est quelque chose que nous n'allons pas rencontrer. Alors vous allez me dire, pourquoi en parle-t-elle? Eh bien, vous allez comprendre dans quelques minutes. Mais en tout cas, donc ça correspond à 2 rectangles qui ont chacun une probabilité. Donc ici, le premier rectangle correspond à la première valeur, le deuxième rectangle correspond à la deuxième valeur. Et vous allez me dire, ok, valeur, mais ici on parle de mort ou vivant, de guéri ou malade, de pile ou face. On ne parle pas de valeur. Eh bien, artificiellement, on va associer une valeur à chacun de ce double choix. Donc en fait, on va parler de réussite. Alors, vous pouvez l'associer à ce que vous voulez, mais on va dire par exemple que la réussite, c'est être vivant. La réussite, c'est être guéri. La réussite, c'est avoir pile. Mais c'est tout à fait arbitraire, c'est vous qui choisissez. Et en tout cas, on va associer la valeur 1 à ce choix-là. Donc, 1, ce sera pour vivant, ce sera pour guéri, ce sera pour pile. Et il y aura une certaine probabilité. Probabilité qui va dépendre de votre sujet d'étude. Pour pile ou face, c'est assez clair. La probabilité est de 1,5. Vous avez une chance sur 2 d'avoir pile. Mais pour être guéri ou malade, ça dépend. Évidemment, ça dépend de quelle maladie on parle, ça dépend de quel médicament on parle. Donc, tout dépend vraiment du contexte ici d'étude. Et en tout cas, vous aurez chaque fois une réussite qui sera associée à la valeur grand X égale à 1 et qui aura une probabilité qu'on note petit p et qui sera spécifiée dans le modèle théorique. Mais tout dépend du modèle que vous êtes en train d'étudier. Et puis vous avez le deuxième rectangle qui lui est associé à un échec. Bah oui, forcément, le contraire de réussite, c'est échec. Donc ici, dans le premier cas, si la réussite est associée à vivant, l'échec sera associé à mort. Si la réussite est associée à guéri, l'échec sera associé à malade. Si la réussite est associée à pile, l'échec sera associé à face. Et là, on associe la valeur 0 à votre variable. Donc 0, ce sera mort, ce sera malade, ce sera face. À nouveau, c'est un choix arbitraire, mais forcément, il est lié au choix de la réussite. Si vivant est considéré comme réussite et donc associé à x égale à 1, bien forcément, mort est considéré comme un échec et est associé à la valeur grand X est égal à 0. Alors, vous avez les deux valeurs, vous devez avoir également les probabilités. Et probabilité,
ce sera pour l'échec 1 moins P. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, rappelez-vous la dernière capsule que nous avons vue ensemble, et c'est une grande loi qui va toujours se vérifier. La somme de toutes les probabilités doit toujours donner 1. Donc ici, vous avez une première probabilité qui est P, une deuxième probabilité qui est 1 moins P. Si vous additionnez, si vous faites P plus 1 moins P, les P s'en vont et il vous reste 1. Pile ou face, on sait de quoi il s'agit. Petit p vaut 1 demi. Et donc 1 moins 1 demi, ça fait encore 1 demi. Donc en fait, vous allez avoir les deux probabilités qui sont les mêmes. Et ici, les deux rectangles vont avoir la même hauteur. Mais ce ne sera pas forcément vrai pour tout. Si vous prenez guéri ou malade, par exemple, parlons du Covid, il y aura peut-être 95% de guéris et 5% de gens qui vont continuer à être malades. Ce sont les Covid longs. Eh bien, dans ce cas-là, votre petit p, qui est donc la probabilité d'être guéri, ce sera 0,95. Ça traduit les 95%. Ce qui signifie que la probabilité d'avoir l'échec, c'est-à-dire d'être toujours malade, ce sera 1 moins 0,95, et ça nous donnera les 5%, c'est-à-dire 0,05. Tout dépend ici de votre contexte, mais en tout cas, tous les contextes liés à la loi de Bernoulli, vous allez avoir que deux possibilités, c'est-à-dire au point de vue de l'histogramme, ça va être deux rectangles. Un premier rectangle associé à réussite, l'autre à échec. Automatiquement, par choix, la réussite vaut 1 et l'échec vaut 0. Mais vous pouvez choisir dans votre contexte ce qui pour vous consiste en une réussite et ce qui pour vous consiste en un échec. Et puis alors, vous aurez les probabilités qui sont fixées par le contexte de votre étude. Mais ce sera toujours petit p et 1 moins p, tout simplement. Alors, deuxième loi discrète, la loi binomiale. Et là, elle intervient beaucoup plus souvent que la loi de Bernoulli. Mais en fait, c'est la loi de Bernoulli qui est répétée un certain nombre de fois. Donc ici, si je dis malade ou guéri, la loi de Bernoulli me disait par rapport à un sujet précis. Je m'intéresse à une personne précise et je lui demande, ou en tout cas je constate, est-ce que cette personne est malade ou guérie. Tandis que la loi binomiale, ce sera de dire, je prends plusieurs personnes. Et c'est évidemment beaucoup plus pertinent pour une étude statistique. Vous n'allez pas vous concentrer dans une étude statistique sur un seul sujet. Vous allez en prendre plusieurs. Donc, admettons que j'en prenne 150, je vais répéter 150 fois la question malade ou guéri, malade ou guéri. Donc, en fait, je vais répéter un processus de Bernoulli 150 fois. Et là, je ne suis plus dans un contexte de Bernoulli. Si je répète Bernoulli, je suis dans un contexte de loi binomiale. Donc, je vous ai fait ici un petit organigramme. Donc, vous avez une première personne considérée. Voilà, la première personne, elle est là. Est-ce qu'elle est guérie ou est-ce qu'elle est toujours malade? Est-ce qu'on a un succès ou un échec? Vous avez une certaine probabilité à chaque fois. Et puis, une fois que vous aurez tiré au sort la première personne, vous allez tirer au sort la deuxième personne. Et là, de nouveau, vous avez les deux possibilités. Donc, vous êtes ici dans cette partie-là de l'organigramme. Donc, la première personne, c'est clair. Alors, soit elle est guérie, c'est un succès. Et puis, la deuxième personne, à nouveau, soit elle est guérie, soit elle est toujours malade. Donc, succès ou échec. Et si la première personne avait toujours été malade, vous auriez eu la deuxième personne à nouveau avec ces deux possibilités, guérie ou malade. Et puis une fois que le sort de la deuxième personne est réglé, vous passez à la troisième personne. Et moi, je me suis arrêtée là. Je n'ai fait ici que 3 personnes considérées, donc 3 sujets d'étude. Parce que sinon, vous imaginez l'ampleur de l'organigramme, c'est juste impossible. La troisième personne, c'est la dernière colonne. Et à chaque fois, j'ai les deux possibilités. Est-ce qu'elle est guérie ou malade? Et à chaque fois, quel que soit l'historique associé aux deux premières personnes. Et finalement, je vais faire le compte ici et je regarde avec mes 3 personnes, j'ai la possibilité d'avoir 3 succès. C'est-à-dire que les 3 personnes ont été guéries. Et ce sera ma valeur maximale de ma variable. Mais vous voyez, je sors déjà du contexte 0 et 1 de Bernoulli.
ici, je peux avoir 3 succès, c'est-à-dire la valeur grand X est égal à 3. Je peux également avoir 0 succès, c'est-à-dire 3 échecs. Et si j'ai 0 succès, ça veut dire que mon grand X vaut 0. Donc les 3 personnes sont toujours malades. C'est comme ça que ça arrive. Et puis j'ai les cas intermédiaires, avec 1 succès ou 2 succès. Alors, si j'ai un succès, ça veut dire que j'ai une guérison, et la guérison, elle peut se situer par rapport à la première, la deuxième ou la troisième personne. Donc en fait, cet unique succès va se présenter 3 fois, comme les 2 succès. Parce que si j'ai 2 succès sur 3 tentatives, ça veut dire que j'ai un échec. Et cet unique échec peut se présenter sur la première personne, la deuxième ou la troisième personne. Donc va se présenter 3 fois. Et c'est ça qui va mener à plus de probabilité pour les valeurs centrales. Vous voyez que grand X est égal à 3 va se présenter une seule fois. Grand X égale à 0 va se présenter une seule fois. Mais grand X égale à 1 va se présenter 3 fois, comme grand X égale à 2 qui va se présenter également 3 fois. Donc c'est ça qui va amener ici non plus 2 rectangles, mais 4, puisque je vais avoir 4 valeurs qui seront 0, 1, 2 et 3. Donc 3, ça veut dire 3 succès, 2 succès, 1 échec, 1, ça veut dire 1 succès, 2 échecs, et 0, ça veut dire tout simplement que je n'ai que des échecs. La probabilité d'un succès, rappelez-vous la loi de Bernoulli, c'est petit p. Oui, mais petit p pour le premier tirage, petit p pour le deuxième et petit p pour le troisième. Donc finalement, ça va me donner p fois p fois p. Et p fois p fois p, c'est p au cube. Donc la probabilité ici d'obtenir grand X égale à 3, ce sera p au cube. Pour grand X égale à 2, ça veut dire que j'ai 2 succès. Donc je vais avoir p fois p. Autrement dit, p au carré. J'aurai un seul échec. Donc la probabilité 1 moins p. Et les probabilités se multiplient. Donc ici, probabilité d'avoir grand X égale à 2, ce sera p carré fois 1 moins p. Oui, mais rappelez-vous, grand X égale à 2, il apparaît dans 3 configurations possibles. Donc je dois encore multiplier ça par 3. Pour grand X égale à 1, j'ai un seul succès, donc probabilité p. J'ai 2 échecs, donc probabilité A moins P au carré, et ce cas de figure se reproduit 3 fois. Donc, je dois multiplier par 3. Et enfin, pour grand X égale à 0, probabilité, je n'ai que des échecs ici, donc probabilité A moins P au cube, puisque j'ai 3 échecs consécutifs. Et ce cas de figure ne se reproduit qu'une seule fois. Donc, ça va être multiplié par 1, c'est-à-dire que je ne vais rien noter ici. Et vous voyez ce que m'a donné GeoGebra. Je lui ai demandé la loi binomiale, je lui ai demandé avec 3 tirages, ça c'est le petit n, donc ça fixe le nombre de tirages. Quand je dis tirage, ça veut dire si je suis en train de jouer à pile ou face, 3 lancers de pièces. Si je suis en train de considérer des patients, à savoir s'ils sont guéris ou malades, je considère 3 patients. En tout cas, donc le nombre de tirages ici a été fixé égal à 3. Et vous voyez que j'ai noté la probabilité d'un succès comme étant 0,5, c'est-à-dire 1,5. Je suis clairement, par exemple, dans la configuration du lancer de pièces avec pile ou face. Donc je lance 3 fois de suite une pièce. Voilà, et j'ai ainsi les différentes probabilités. Donc, si je lance 3 fois de suite une pièce, je peux avoir 3 piles, comme je peux avoir 3 faces, comme je peux avoir 2 piles, 1 face, etc. Ça me donne, en tout cas, les 4 rectangles possibles, mais vous voyez, remplacez, faites le calcul, mais GeoGebra l'a fait pour vous. Remplacez ici petit p par 0,5 et vous aurez ici les 2 rectangles extrêmes qui vont monter jusqu'à la valeur 0,125. Ça fixera leur probabilité. Probabilité ici d'avoir 3 piles ou 3 faces, c'est 1/8. Ce n'est jamais que 0,125, 1/8. Mais probabilité d'avoir 2 piles ou un face ou le contraire, un pile et 2 faces, ça monte à 0,375. Donc déjà, on fait x3, 3 par rapport au 0,125, parce que ce cas de figure se reproduit 3 fois. Alors ici, vous avez
J'ai été plus loin encore, hein, d'accord, je suis allée jusqu'à 10 tirages cette fois-ci. Ben, ça augmente mon nombre de valeurs. Je commence toujours à x égale à 0, mais cette fois-ci, je termine à x égale à 10. Donc en fait, en général, je vais commencer à x égale à 0 et je vais terminer à grand X est égal à petit n, où n est le nombre de tirages, c'est-à-dire le nombre de personnes, par exemple, que je considère comme étant malades ou guéris. Alors les probabilités, elles sont faciles à calculer en fait. Pour avoir 10 succès consécutifs, ça veut dire que je dois faire P étant la probabilité d'un succès, P fois P fois P fois P fois P fois P fois P 10 fois de suite, c'est-à-dire P exposant 10. Au contraire, si je dois avoir 10 échecs, la probabilité d'un échec est de 1 moins P, et j'en ai 10 fois de suite. Donc, probabilité d'avoir 10 échecs de suite, 1 moins P exposant 10. Et puis alors, vous allez chaque fois avoir des probabilités différentes, mais qui vont se rejoindre quelque part. C'est-à-dire que ça va augmenter au fur et à mesure que je vais me rapprocher des valeurs centrales. Donc, pour x est égal à 9, par exemple, ça veut dire 9 succès, 1 échec. 9 succès, c'est P exposant 9, la probabilité. L'unique échec, c'est 1 moins P. Et puis, en fait, ce cas de figure, il va se reproduire 10 fois. Parce que ça veut dire que j'ai un seul échec sur 10 tirages. Donc, cet unique échec, il peut se présenter au premier tirage, comme au deuxième, comme au troisième, comme au quatrième, etc. Donc, ça me fait en fait 10 possibilités. Pareil pour grand X égale à 1, qui me signale un seul succès et 9 échecs. Le seul succès aura pour probabilité petit p. Les 9 échecs auront pour probabilité 1 moins p exposant 9. Et puis ce cas de figure, il intervient 10 fois de suite, parce que mon unique succès, il peut se passer au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. tirage. Donc en fait 10 fois. Donc ça va me donner ici ces probabilités-là. Alors par contre, la valeur centrale, par exemple, regardez grand X égale à 5. Ça veut dire que là, j'ai 5 succès, 5 échecs. Les 5 succès auront pour probabilité petit p exposant 5. Les 5 échecs auront pour probabilité 1 moins p exposant 5. Et ce cas de figure va se produire le plus fréquemment. Et en fait, ce sera 252. Comment je le sais? Ne vous tracassez pas. Ceux qui connaissent le triangle de Pascal savent comment j'ai obtenu 1, 10, 45, 120, 210 et 252. Ceux qui ne connaissent pas le triangle de Pascal, pas de panique parce que vous avez quand même GeoGebra pour calculer tout. Donc regardez ici, j'ai demandé à GeoGebra, tiens, prends-moi encore la loi binomiale. Cette fois-ci, je fais 10 tirages. Donc vous voyez, j'ai écrit petit 10 par rapport à petit n. Et puis, j'ai installé une probabilité, bon, ça c'est comme ça, hein, je l'ai choisi, de 1,5. Ce qui veut dire, par exemple, ça correspond à un jeté pile ou face. Et puis, vous voyez ici, il m'a donné, regardez le nombre de rectangles que vous avez, hein, il y en a 11 en fait. Et ces rectangles, plus ils vont vers la valeur centrale qui est de 5, plus en fait ils vont monter haut, c'est-à-dire ils vont correspondre à une probabilité plus élevée. Regardez ici, probabilité d'avoir 0 ou 10 succès, c'est la même chose, c'est 1 millième. Et puis, on va augmenter au fur et à mesure. Probabilité d'avoir 1 succès ou 9 succès, c'est 0,0098. Probabilité d'avoir 2 ou 8 succès, c'est 0,0439. Puis le maximum est atteint pour x est égal à 5, c'est-à-dire 5 succès, 5 échecs, où là vous avez une probabilité de 0,2461. Même si vous ne connaissez pas le triangle de Pascal, c'est pas grave du tout, vous connaissez l'utilisation de GeoGebra et on va vous donner ainsi les probabilités. Et vous voyez ainsi que non seulement les valeurs centrales sont effectivement les plus fréquentes, donc les plus probables, mais en plus qu'il y a une symétrie parfaite ici autour de cette valeur centrale. Et là, la symétrie parfaite, ça fait appel à ce qu'on a vu dans la capsule précédente, c'est-à-dire la loi normale. Et de fait, il y a une connexion entre la loi binomiale et la loi normale. En fait, la loi binomiale,
c'est la loi normale version discrète, et la loi normale, c'est la loi binomiale version continue. Je vous ai mis pour vous en convaincre ici un graphique qui reprend les deux lois. Donc avec les points, vous avez la loi binomiale qui correspond donc à 10 tirages et à une probabilité de 1,5. Vous voyez, vous avez 11 points avec le point en abscisse 5 qui est le plus probable, bien sûr, on vient de le voir avec l'histogramme. Bon, voilà, ce sont des points qui manifestement traduisent une certaine symétrie. J'essaye de faire passer ici une gaussienne, puisque la gaussienne est associée à la loi normale, la courbe en cloche, par ces 11 points-là. Et je m'aperçois, regardez, ça c'est les traits en continu, que effectivement il existe bien une courbe en cloche qui passe à peu près parfaitement par l'ensemble des 11 points. Donc les 11 points, je le répète, c'est la loi binomiale, la courbe continue, c'est la loi normale. Et vous voyez que ça y ressemble très très fort. Alors avec une loi normale qui serait ici avec une moyenne de 5 et un écart type de 1,58. Eh bien, il y a des gens qui se sont amusés à voir dans quelle mesure ce résultat-là pouvait être généralisé. Et je vous l'annonce, une distribution binomiale, donc une loi binomiale, peut être approximée avec une bonne précision par une distribution normale, à condition que la distribution normale, ici, soit de moyenne n fois p. Alors, faisons le petit calcul, vite fait sur notre exemple. N fois P, c'est 10 fois 0,5, c'est-à-dire que c'est bien 5. OK, donc on a bien une moyenne de 5. Et de variance, N fois P fois 1 moins P. Bon, là, les calculs sont un petit peu plus compliqués. On doit faire 10 fois 0,5 au carré. Et puis prendre alors la racine carrée de ce nombre-là pour obtenir l'écart type. Mais je vous assure qu'il est bien égal à 1,58. Alors normalement, on nous annonce que ce résultat-là n'est valable que si vous avez minimum 30 données et que NP, tout comme N fois 1 moins P, sont supérieurs à 5. Bon, vous voyez qu'ici, on n'est pas forcément dans les conditions et que malgré tout, ça fonctionne très bien. Ce qui veut dire que, faisons un petit récapitulatif à ce stade-là, donc loi de Bernoulli, on ne l'utilise pas vraiment en statistique, ça signifie qu'on a un seul sujet et est-ce vraiment sérieux de considérer un seul sujet? Donc on passe à la deuxième loi discrète qui est la loi binomiale et là on voit finalement que dans les conditions d'utilisation des statistiques, cette loi binomiale peut être approximée avec une très bonne précision par la loi normale. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout peut être résumé par la loi normale jusqu'à présent. La dernière loi discrète, qu'on appelle aussi loi de Poisson, par contre, là, vous ne pourrez pas la lier, sauf dans des conditions vraiment bien spécifiques, à la loi normale. Mais en général, non. Et cette loi de Poisson, elle s'applique aux événements rares. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Accident de la route, accident ferroviaire, tous les types d'accidents, accidents du travail, tous les incidents techniques, bref, tout ce qui ne va pas, en gros, et qui, Dieu merci, arrive très peu souvent, il faut penser à la loi de Poisson. Donc, si on vous donne un sujet d'étude où la rareté ici de l'occurrence de ce que vous étudiez est quelque chose qui caractérise votre étude, pensez à la loi de Poisson. Donc, si vous étudiez les accidents de la route, pensez loi de Poisson. Si vous étudiez, c'est plus amusant ça, les gains au loto, pensez loi de Poisson. Et donc, je vous montre par exemple, une entreprise constate qu'il y a en moyenne 4 accidents du travail par an. Donc, automatiquement, un accident du travail, je pense, loi de Poisson. Quelle est la probabilité que plus de 6 accidents se produisent sur une année? On peut vous poser la question. Donc, je pense à une loi de Poisson. La loi de Poisson, elle est caractérisée par cette probabilité-là. Alors, mu, c'est quoi? C'est la moyenne. Donc, on va évidemment calculer ici sur l'exemple de quoi il s'agit. Et probabilité d'avoir une valeur k, sous la condition d'avoir une moyenne mu, eh bien, ça va être donné par mu exposant k fois l'exponentielle de mu
de moins mu, pardon, le tout divisé par la factorielle de k. Bon, mu exposant k, vous savez de quoi il s'agit, exponentielle de moins mu aussi, et il y a la factorielle de k qui peut peut-être vous perturber. Alors, factorielle de k, c'est tous les produits dégressifs. Donc, par exemple, factorielle de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factorielle de 6, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Eh bien, donc, les probabilités vous sont données, mais à nouveau, GeoGebra va pouvoir vous sauver. Il n'y a pas besoin de retenir cette formule-là. Donc ici, voilà le GeoGebra en question. Vous voyez que j'ai tout simplement sélectionné une distribution de poissons que j'ai installée comme valeur de mu 4. Alors pourquoi? Relisez l'énoncé. Il y a en moyenne, 4 accidents du travail par an. Donc ça fixe la moyenne comme étant égale à 4. Et puis, j'ai demandé tout simplement quelle est la probabilité d'avoir x supérieur à 6, puisque on me demande quelle est la probabilité d'avoir plus de 6 accidents. Et là, j'obtiens alors une probabilité, vous voyez, qui est de 0,21 et est donc de l'ordre de 21%, tout simplement. Vous avez l'ensemble des différentes valeurs qui sont données ici par GeoGebra, vous voyez, pour 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 14, qui est la dernière valeur significative. On estime qu'au-delà de 14, pour cet exemple-ci, bien sûr, il n'y a aucune chance, si on peut appeler ça une chance, qu'il y ait eu plus de 14 accidents du travail sur une année si vous en avez en moyenne 4. Voilà, c'est une façon de répondre à la question. Pensez loi de Poisson en cas d'événement rare. La loi uniforme, elle, en fait, je vous rappelle, on est dans le contexte cette fois-ci des lois continues, donc on n'a plus des histogrammes, mais des courbes. Et la loi uniforme est associée en fait à une courbe qui est un segment de droite horizontale, c'est-à-dire que toutes les valeurs ont absolument la même probabilité. Alors, que vaut cette probabilité-là? Je vous fais un petit calcul vite fait. Si vous commencez à la valeur A et que vous finissez à la valeur B, vous aurez ici une longueur de rectangle qui sera égale à B moins 1. Ça me paraît assez clair. Si vous commencez à 2 et que vous terminez à 5, vous aurez forcément une différence ici de 3 et ce sera la longueur de votre rectangle. Donc la longueur de mon rectangle, c'est B moins 1. Oui, mais je sais que la somme de toutes les probabilités vaut 1. Ça fait déjà quelques fois que je vous le répète, mais c'est important, c'est même essentiel. Et ici, ça correspond à quoi la somme de toutes mes probabilités? Ça correspond tout simplement à l'aire de votre rectangle. Ici, c'est une courbe qui est continue, ce qui signifie que ce n'est plus réellement une somme qui vaut 1, mais une intégrale. Alors ça, c'est un petit peu peut-être perturbant pour vous, passage de la discrétion au continu, mais pensez simplement que pour toutes les lois continues, c'est un calcul d'aire qui mène à la somme de toutes les probabilités. Et l'aire en question doit être égale à 1, ce qui veut dire que l'aire de mon rectangle doit valoir 1. Or, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, ça veut dire ici que la longueur, qui est de B moins 1, fois la largeur, doit donner 1. Automatiquement, ça fixe la largeur comme étant 1 divisé par B moins 1. Et c'est précisément la probabilité en question. Donc, toutes les valeurs entre A et B vont avoir la même probabilité, et cette probabilité sera 1 sur B moins 1. Alors, je vous donne tout de suite un petit exemple. C'est un contexte de 2 personnes qui vont se rencontrer et ils vont se dire entre 19h et 20h. Et il n'y a pas plus de chances que ça se produise à 19h10 qu'à 19h40, qu'à 19h50. Bref, toutes les minutes comprises entre 19h et 20h ont la même probabilité. Ici, on ne vous a rien dit. Donc, ça veut dire que c'est exactement la même probabilité. C'est un petit peu le hasard qui va décider ici.
Et donc, si j'ai la même probabilité, j'ai affaire à la loi uniforme. Alors maintenant que j'ai fixé la loi, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'entre 19h et 20h, vous avez 60 minutes, et que la probabilité, donc que la rencontre ait lieu avant 19h20, il se sera écoulé 20 minutes sur les 60 minutes. 20 minutes sur les 60 minutes, ça fait 20 sur 60, un tiers. Ça fixe votre probabilité, tout simplement. Donc ça correspond ici à avoir coupé le rectangle en 3 et sélectionné le premier tiers. Et ça, donc, automatiquement, si votre rectangle a une aire égale à 1, que vous le partagez en 3, vous aurez une probabilité de 1 tiers, une aire égale à 1 tiers. Et donc la probabilité que la rencontre ait lieu avant 19h20 est bien de 1 tiers. Probabilité maintenant que la rencontre ait lieu entre 19h25 et 19h35, qu'est-ce qui s'est écoulé comme temps entre 19h25 et 19h35? 10 minutes. 10 minutes sur les 60 de départ. Donc ça fait 10 sur 60, c'est-à-dire probabilité ici 1 sixième. Voilà. Donc la loi uniforme, à nouveau, on va pas la rencontrer des masses, parce que nous n'allons pas étudier le hasard. C'est souvent quand il y a vraiment le hasard qui ne va pas privilégier, je vais dire, tel ou tel contexte, que la loi uniforme apparaît. Mais enfin, malgré tout, si vous étudiez, on ne sait jamais, pour votre plaisir, les jeux de hasard, c'est la loi uniforme qu'il va falloir utiliser. Donc, faisons ici le récapitulatif. On a déjà étudié 4 lois sur 6. La loi uniforme, donc je risque peu de la rencontrer dans ce cours-ci. La loi de Bernoulli, c'est pareil. La loi binomiale, finalement, elle se réduit à la loi normale, en bonne approximation. Et il y a également la loi de Poisson. Donc je retiens pour le moment loi normale, loi de Poisson. La deuxième n'étant que la loi normale, je n'ai pas ajouté quelque chose à ma liste. Et là, on le sait, puisqu'on a étudié cette loi précédemment dans la capsule qui a précédé celle-ci. On sait que c'est parfaitement symétrique, que les valeurs centrales sont beaucoup plus probables que les valeurs extrêmes, et que c'est une loi qui, généralement, est favorisée par la nature, qui privilégie les valeurs centrales plutôt que les valeurs extrêmes. Donc, si vous étudiez la taille de personnes, ce sera la loi normale. Si vous étudiez la masse de ces personnes, ce sera la loi normale. Mais si vous étudiez la masse des betteraves, ce sera la loi normale aussi. La nature va privilégier les betteraves de masse moyenne plutôt que les toutes petites betteraves ou les toutes grosses betteraves. Si vous étudiez le QI des personnes, à nouveau, ce sera la loi normale. Il y a des tas d'autres sujets qui vont être relatifs à cette loi normale. Donc, pour le moment, je continue mon petit récapitulatif. Loi de Poisson, finalement, pour les événements rares et loi normale pour tous les autres événements. Voilà, la fameuse courbe en cloche, je n'y reviens pas. Et maintenant, on va passer à la dernière loi, qui est aussi une loi continue et qui est la loi exponentielle. Et là, par contre, là, c'est assez différent. Vous voyez d'ailleurs avec le graphique, ça veut dire que les petites valeurs sont beaucoup plus probables que les grandes valeurs. Et bien sûr, ça se traduit à l'aide d'une exponentielle décroissante. Vous voyez d'ailleurs ici la courbe qui traduit cette loi exponentielle. C'est le graphique de la fonction f de x est égal à lambda fois l'exponentielle de moins lambda x. Donc lambda ici, c'est votre paramètre de loi et ce sera en fait l'inverse de la moyenne. Donc je fais tout de suite un petit exemple pour que vous voyez un petit peu quoi. On a testé un échantillon de 5 lampes et on a noté leur durée de vie en heures. Eh bien, précisément, c'est le contexte d'apparition d'une loi exponentielle. C'est souvent dans les durées de vie. Attention, pas les durées de vie humaines ou d'êtres vivants, mais plutôt les durées de vie d'appareils. Voilà. Une fois que vous étudiez, que ce soit des lampes, des ordinateurs, des machines à laver, enfin tout ce que vous voulez, et que vous étudiez leur durée de vie, eh bien, automatiquement, pensez à loi exponentielle.
Et là, donc, je fais le petit exercice. Nous avons 5 lampes. On a mesuré leur durée de vie. La première a duré 133 heures, la deuxième 169 heures, la troisième, c'était pas un bon achat, 8 heures, la quatrième 122 heures et la dernière 58 heures. Donc, cette loi ayant un paramètre lambda, qui est l'inverse de la moyenne, je dois calculer la moyenne ici. Donc, vous savez calculer la moyenne depuis longtemps. J'additionne les 5 valeurs, 133 plus 169 plus 8 plus 122 plus 58, et je divise cette somme par 5 pour obtenir 98. 98, ce ne sera pas la valeur de mon paramètre, mais 1 sur 98, ce sera la valeur de mon paramètre. Et vous voyez, à nouveau, j'ai ouvert un petit fichier GeoGebra ici en demandant la loi exponentielle et en fixant le paramètre de la loi exponentielle comme étant 1 divisé par 98, c'est-à-dire de l'ordre de 1 centième. Et là, vous pouvez partir pour toutes les probabilités que vous avez envie de calculer. Moyennant cet échantillon, quelle est la probabilité, par exemple, pour que l'ensemble des lampes, si vous ne vous particularisez plus maintenant aux 5 lampes, mais que vous visez toute la cargaison, admettons qu'il y en ait 1000, quelle est la probabilité, par exemple, pour qu'une lampe ait une durée de vie qui est supérieure à 50 heures? Eh bien, prenez GeoGebra, vous fixez la loi exponentielle, vous fixez le paramètre comme étant 1 sur 98 et vous demandez de calculer la probabilité que x soit supérieur à 50. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je fais le dernier petit récapitulatif. Que risquons-nous de rencontrer comme loi théorique, même si j'en ai vu plus ici? Grosso modo, il y a 3 lois que vous devez connaître. La loi de Poisson, qui est une loi discrète, ce qui veut dire que vous avez un nombre fini de valeurs. Et là, ça intervient pour les événements rares, comme les accidents de travail, accidents de la route, etc. Et cette loi de Poisson, elle a un paramètre. J'insiste là-dessus parce que ça va être important dans quelques heures. Donc, loi de Poisson, événement rare, un paramètre qui est d'ailleurs la moyenne arithmétique. La loi exponentielle est une loi continue qui s'applique surtout au calcul de durée de vie pour des appareils. Un paramètre aussi qui est l'inverse, cette fois-ci, de la moyenne. Et enfin, la loi normale, finalement, dans tous les autres contextes que nous allons rencontrer, attention, c'est parce qu'on fait des biostats, d'accord? Donc ici, pour tous les autres phénomènes, pensez loi normale. La loi normale est une loi continue et elle a 2 paramètres, la moyenne et l'écart type. Donc tout ça, ce sera vraiment récapitulatif à avoir bien clair dans votre tête pour tout ce qui va suivre. Donc j'espère que ça a été clair, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour la capsule suivante qui commencera déjà à aborder les tests.